Ça s'est passé le vendredi 2 août. On partait en vacances, comme tous les ans, dans le sud-ouest. Les 3 enfants dans la voiture, le chien. Ma voiture, en fait, avait 15 jours. Elle avait même pas 200 km au compteur. Alors qu'ils roulaient à 110 km/h dans leur Skoda Kodiaq, Antoine et Mélanie, un couple de Lillois, ont eu la peur de leur vie. On sortait de Paris, on était sur la 10, j'étais sur la 3e voie. Et là, d'un coup, l'alarme a sonné. La voiture s'est totalement arrêtée. Leur voiture est stoppée net au beau milieu de l'autoroute. Le volant, les pédales ne répondent plus. À tout moment, ils risquent d'être percutés. On s'est retrouvés complètement à l'arrêt, en plein milieu de l'autoroute, avec des voitures qui passaient à gauche, à droite, de partout en fait. Au bout d'une dizaine de secondes, qui leur ont semblé interminables, Antoine a le réflexe d'éteindre et de rallumer le moteur. La voiture repart. J'ai réussi à me faufiler sur la bande d'arrêt d'urgence et par chance, on ne s'est pas fait percuter par une voiture ou par un camion. On a vraiment eu l'impression que c'était notre dernière heure. Ils sont convaincus d'avoir été victimes de ce que l'on appelle un freinage fantôme. J'ai pas freiné, il n'y avait pas d'obstacle devant la voiture. Le premier véhicule était à plus de 200 mètres, donc il n'y a aucune raison valable pour que le véhicule fasse un freinage d'urgence comme ça. C'est vraiment incompréhensible. Juste après l'incident, Antoine et Mélanie contactent leur concessionnaire du groupe Skoda Volkswagen. Leur voiture est inspectée, mais à leur plus grande surprise, aucun défaut n'est constaté. Depuis 6 mois, malgré les mails, les courriers, les relances téléphoniques, le service client de la marque ne leur propose aucune solution. Je m'en suis navrée, madame, mais justement, je fais la remontée pour que vous soyez contactés le plus rapidement possible. Mélanie et Antoine ont le sentiment qu'on ne les prend pas au sérieux, qu'on les soupçonnerait presque de s'être trompés de pédale. Skoda France ne prend pas l'ampleur du problème en considération, en fait. C'est ça qui me dérange. C'est que j'ai l'impression de passer un coup de téléphone à un service après-vente pour l'achat d'un jouet à mes enfants, en fait. À force d'insister, leur concessionnaire a accepté de tester la voiture une nouvelle fois. Voici la réponse du chef d'atelier. Oui, madame. Oui. Je me permets de vous rappeler pour le Kodiaq. Alors, on a fait un essai là en début d'après-midi de 60-70 km avec le véhicule. J'ai jamais eu le phénomène de véhicule pile ou autre. Je vous avoue, je ne saurais pas expliquer le pourquoi du comment vous avez eu un freinage assisté comme celui que vous avez eu là. Ok. Donc voilà, donc on peut rien faire de plus. Aujourd'hui, vous dire si c'est un phénomène qui va se reproduire, je ne suis pas convaincu, parce que c'est vraiment ce que vous avez rencontré là. Peut-être que vous le rencontrerez jamais, mais je peux pas vous certifier. Ouais, c'est ça. La voiture est en leasing, impossible de rompre le contrat pendant 2 ans. Mélanie et Antoine se retrouvent coincés avec une voiture dont ils ont désormais peur. On est toujours coincés, toujours la même situation et malheureusement, rien n'avance, quoi. Rien n'avance, je suis dans l'impasse, en fait, tout simplement. Antoine et Mélanie sont loin d'être les seuls à se dire victimes de ces freinages fantômes. Depuis plusieurs mois, partout en France, les témoignages d'automobilistes se multiplient. C'est pas possible, on est arrêté sur l'autoroute, c'est hyper dangereux. La voiture s'est arrêtée au milieu de l'autoroute toute seule. Toute seule. Si la plupart s'en sortent avec une énorme frayeur, on comptabiliserait plus d'une vingtaine d'accidents. De nombreuses marques semblent concernées. Les experts sont dans l'embarras. Les constructeurs très silencieux. Les causes de ces défaillances restent bien mystérieuses. Seul point commun, il s'agit le plus souvent de véhicules récents.
Les systèmes électroniques de plus en plus présents sur nos voitures seraient-ils en cause? Depuis juillet 2024, une nouvelle réglementation européenne rend obligatoire 9 dispositifs d'aide à la conduite sur tous les véhicules neufs. Certains bien connus comme l'ABS, l'anti-blocage des roues ou le régulateur de vitesse, mais aussi un correcteur de trajectoire, une alarme en cas de somnolence et surtout un système de freinage automatique d'urgence en cas d'obstacle. Des aides mises en avant par les constructeurs dans leur publicité. Ce système utilise la caméra située dans le pare-brise et un radar intégré au pare-choc avant qui vont analyser en permanence le trafic. Ces dispositifs permettent d'éviter de nombreux accidents. Mais nos voitures, où l'électronique est omniprésente, sont-elles à l'abri des bugs? L'innovation irait-elle parfois trop vite au détriment de la sécurité? Dans le sud de la France, la vie d'Aurélie Tormos a basculé sur cette portion de l'autoroute A7 près de Montélimar. Traumatisée, elle n'en a gardé que quelques flashs. Elle revient sur les lieux pour la première fois. Ce 7 décembre 2023, elle était au volant de sa Skoda Scala presque neuve. Elle rentrait du travail avec une amie. Mon véhicule s'est arrêté subitement. On est passé de 130 à 0 km/h en quelques secondes. J'ai juste dit que ce n'était pas moi et que j'avais plus le contrôle du véhicule. Et on s'est fait percuter de suite. À partir du moment où on s'est fait percuter, je me souviens plus de rien. Le conducteur qui la suivait n'a rien pu faire. Il l'a percutée violemment. La voiture d'Aurélie a été projetée sur la rambarde en béton. Par miracle, Aurélie s'en est sortie avec quelques blessures légères. Son amie, elle, est morte sur le coup. Elle avait 23 ans. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça injuste. Elle fait toute la vie devant elle. Depuis 2 ans, Aurélie Tormos est hantée par ce drame. Je me suis fait un thé, tu veux un café? Ouais, je veux bien. Cette nuit, ça a été? Oh, pas comme d'habitude, j'ai quasiment pas dormi. Cet ingénieur en agroalimentaire a sombré dans la dépression. Elle est toujours en arrêt maladie. Il y a des matins où je suis persuadée que je vais retrouver ma vie d'avant et quand j'ouvre les yeux et que je réalise tout ça, en fait, je survis. Je peux plus dire que je vis. Car après l'accident, Aurélie a été poursuivie pour homicide involontaire. Elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Avec une nouvelle avocate, elle tente désespérément de prouver que ce n'est pas elle qui a freiné. Bonjour. Lors du procès, un expert judiciaire a rendu un rapport. Il n'a trouvé aucun défaut sur le système de freinage automatique et conclut que le véhicule Skoda Scala s'était arrêté sur sa voie suite à un freinage d'urgence réalisé par sa conductrice. Mais précise, sans pouvoir en indiquer la raison. Depuis une quinzaine d'années, Aurélie se bat contre une maladie chronique particulièrement douloureuse. Elle prend des médicaments et parfois un peu de cannabis. Elle dit en avoir consommé la veille au soir de l'accident. Il y en avait des traces dans ses analyses de sang, une circonstance aggravante devant le tribunal. Quand vous étiez au volant de la voiture, quand est-ce que vous aviez consommé la dernière fois et est-ce que vous étiez en état de conduire? Alors j'étais totalement en état de conduire et d'ailleurs vous pouvez demander aux personnes que j'ai rencontrées toute la journée qui pourront en attester. C'était oui, à visée thérapeutique uniquement. C'était uniquement le soir avant d'aller me coucher pour me permettre de dormir puisque la douleur était vraiment insoutenable. Selon l'avocate, le tribunal a omis un point fondamental. Le freinage a été si rapide qu'il n'a pas pu être effectué par un humain.
Il est défini par l'expert qu'à un moment T, qui va être le premier événement avant donc l'accident, elle avait le pied sur l'accélérateur. Cet expert indique que 0,5 secondes après, elle aurait eu le pied sur le frein. 0,5 secondes après, ce qui est impossible pour une réaction humaine, puisque n'importe quelle réaction humaine suppose à minima 2 secondes. En aucun cas, la consommation de cannabis de la part d'Aurélie est à l'origine de l'accident. Elle a été victime d'un freinage inopiné, donc de l'activation du dispositif d'urgence de freinage de son véhicule. Mais ce point-là a été omis dans le cadre de son jugement. Skoda Volkswagen maintient que selon les expertises menées, la voiture d'Aurélie n'est pas en cause. Le groupe précise qu'il poursuit ses efforts pour améliorer les systèmes de freinage automatique et analyse attentivement les retours des clients. Mais alors, le freinage a-t-il été déclenché par Aurélie ou par autre chose? Pourquoi des voitures pileraient-elles sans raison? Des centaines d'automobilistes se posent la question. Un groupe s'est même créé sur Facebook. Avec mon Hyundai Tucson, cela fait déjà 3 fois que j'ai des freinages, seul sur la route et en pleine campagne, sur une ligne droite, par temps clair. Des automobilistes y relatent des freinages brutaux et inexpliqués. J'ai une BMW série 3. J'aurais pu avoir de très graves accidents à plusieurs reprises, éviter parfois de justesse. Mais j'ai la peur au ventre. Haut de gamme ou bon marché, de nombreuses marques semblent concernées. Nous possédons une Toyota Corolla. Nous étions à environ 50 km/h quand le véhicule s'est mis à freiner brusquement. Bonjour. Bonjour. À l'origine de ce groupe Facebook, Johanna Perrache. Merci de nous recevoir. Cette psychologue lyonnaise est devenue, bien malgré elle, lanceuse d'alerte. En avril dernier, elle aussi se dit victime d'un freinage intempestif avec sa Peugeot 208. Elle s'en est sortie indemne, mais sa voiture est partie à la casse. Marie, tu voulais commencer? Son collectif regroupe déjà plus de 1600 automobilistes. Tous dénoncent le manque de transparence des constructeurs. Donc le concessionnaire, lui, quand je lui ai déposé mon véhicule, il connaissait pas le problème, il n'en avait jamais entendu parler. Donc sa première réaction a été de me demander si je n'avais pas, moi, freiné sans m'en rendre compte. Tout de suite, on l'a appelé, on l'a contacté et il nous a clairement dit que c'était pas son problème, qu'il voulait rien savoir. Et ben, je suis choquée parce que tout le monde me dit que soit ils ne connaissent pas la cause ou soit c'est à moi de désactiver l'aide au freinage d'urgence. Tout est fait pour nous compliquer la vie, pour qu'on puisse pas prouver et qu'on puisse pas comprendre en fait ce qui s'est passé. Et ce que j'ai constaté, c'est que l'opacité était incroyable du côté des constructeurs, que ce sont les seuls à avoir les outils et le regard sur les données qui sont à l'intérieur de nos véhicules. Finalement, si je résume, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé sur ma voiture. Malgré sa demande, Stellantis a refusé de lui transmettre le rapport écrit de l'expertise. Mais le constructeur que nous avons contacté assure que des enquêtes approfondies ont été menées sous la supervision des autorités françaises sur son véhicule. Ces enquêtes ont déterminé que l'AEB, le système de freinage automatique, n'était pas mis en cause. Et ajoute, une nouvelle phase d'enquête se poursuit. Les expertises menées manqueraient-elles parfois d'impartialité? Lors d'accidents graves, des experts indépendants sont missionnés par les tribunaux ou les assurances. Mais ils semblent parfois démunis face à des systèmes électroniques de plus en plus complexes. Nous avons pu joindre l'un d'entre eux, intervenu récemment dans plusieurs affaires de freinage fantôme. Il a refusé d'apparaître devant notre caméra. Voici ce qu'il nous a confié. Le dernier dossier que j'ai eu qui est en cours, en fait, on va être obligé d'être en lien avec la techline, c'est-à-dire avec l'usine, avec le constructeur. Ils vont nous donner un code d'accès, ils vont brancher la voiture, et c'est eux qui ont la main. Nous, on ne saura pas ce qu'ils font. On va savoir qu'ils ont la main et qu'ils sont en train de tester des choses, mais sans trop savoir ce qui va être fait. Donc voilà ce qui se passe. C'est que le constructeur, il essaie de protéger ses données dans le sens où s'il y a quelque chose, il n'y a que lui qui le sait.
Nous avons sollicité de nombreux constructeurs. Aucun n'a accepté d'évoquer les freinages fantômes devant notre caméra. Mais en épluchant les manuels d'utilisation des voitures, on s'aperçoit que tous avertissent que certaines conditions sont susceptibles de perturber ou dégrader le bon fonctionnement du système de freinage automatique. Des environnements complexes, comme des ponts métalliques ou des tunnels, sur des routes vallonnées ou dans des courbes, de mauvaises conditions climatiques, pluie, neige, grêle, verglas, mais aussi en cas d'éblouissement par les feux d'un véhicule roulant en sens inverse ou d'un soleil rasant. Pourtant, tous les automobilistes que nous avons rencontrés affirment avoir eu des freinages intempestifs en dehors de ces situations particulières. Alors, existerait-il d'autres explications? Nous avons fait appel à un spécialiste indépendant, Antonio Raposelli, 35 ans de carrière dans l'automobile et ancien concessionnaire Skoda Volkswagen. On se rend compte qu'il y a une forme d'omerta, ou en tout cas une forme de silence, sur des problèmes qui sont connus dans le monde automobile, comme notamment les freinages fantômes. Nous lui avons proposé de se rendre en Ardèche pour réaliser un diagnostic sur la voiture d'une victime de freinage fantôme. Bonjour, enchanté Antonio. Enchantée, Marie. Alors, c'est vous qui allez... Marie est commerciale, toujours sur la route avec sa Peugeot 308. En l'espace de 3 mois, elle affirme avoir subi 6 freinages intempestifs. Elle n'ose plus prendre sa voiture. Le dernier à 70, là pour le coup, la ceinture s'est bloquée et m'a luxé l'épaule. Et j'ai eu un coup du lapin avec un tassement des vertèbres. Antonio commence par vérifier 2 composants essentiels. Là, vous avez le radar. Ouais. D'accord. Le radar, lui, est là pour mesurer la distance avec l'obstacle. La caméra, elle, est là pour voir l'obstacle et l'interpréter. D'accord. Une caméra mal calibrée ou un radar endommagé après un choc frontal pourrait expliquer un freinage fantôme. C'est un véhicule qui n'a jamais été accidenté. Ah non, jamais. Jamais eu de choc. Pas de choc avant? Non. En tout cas? Jamais. D'accord. Le pare-brise a été remplacé? Oh non. Non. Lorsque vous faites remplacer le pare-brise, le technicien qui va remplacer le pare-brise doit recalibrer notamment la caméra. Si le pare-brise avait été remplacé, on aurait pu imaginer que le calibrage a été peut-être mal fait. D'accord. Voilà. Pour aller plus loin, Antonio propose à Marie de se rendre dans un petit garage indépendant. Fini l'époque où l'on avait besoin d'une caisse à outils pour identifier une panne. Désormais, il suffit de brancher une tablette sur la voiture. On appelle ça une valise diagnostique. Ça permet de communiquer avec tous les boîtiers électroniques présents dans le véhicule. Déjà des choses? J'ai déjà 22 défauts. Je dois dire que je suis assez surpris. Des défauts mineurs, par exemple sur la climatisation ou le détecteur de pression des pneus. Là. Mais il y a plus inquiétant. Les radars avant et arrière ont un problème de communication avec le calculateur électronique, le cerveau du système. Ça n'est pas un défaut qui est présent systématiquement sur le véhicule. C'est un défaut qui arrive de temps en temps. D'accord? Mais de façon aléatoire. inopinée, quoi. Ah, ouais, complètement aléatoire. Pour tenter de savoir d'où vient cette perte de communication, Antonio a apporté son ordinateur doté d'un logiciel plus avancé, développé par Stellantis, le constructeur. Donc là, on est connecté au véhicule. Il confirme que le radar n'est pas endommagé. Mais pour le reste, mystère. C'est bien une perte de communication entre donc ce radar-là et le boîtier électronique. La caractérisation du défaut passe en information manquante. Donc il faut comprendre que même la voiture n'est pas en capacité de dire quel est le problème. Selon Antonio, il y a peut-être une micro-coupure, quelque part sur les 7 km de câbles électroniques qui serpentent sous la carrosserie. Mais un autre problème pourrait concerner le logiciel qui équipe la voiture. Dans un cas comme dans l'autre, à son niveau, c'est impossible à vérifier.
lorsque j'étais responsable, et quand un client se plaignait du même type de problème qu'un mari, on savait en amont qu'on ne pourrait rien faire. On prenait la voiture en atelier, quelques vérifications d'usage, comme on a fait là, et restitution du véhicule au client sans avoir d'explication à lui donner. Si le constructeur pouvait, avec une baguette magique, réparer les voitures et faire que Marie ne rencontre plus jamais ce problème-là, il le ferait. Or, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la réponse. Donc, admettre que le défaut existe est aussi admettre qu'il faut organiser une campagne de rappel. Mais comment organiser une campagne de rappel quand vous n'avez pas la réponse en face? Vous n'avez pas la solution pour la réparer. Exactement. Comment le faire? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mis sous le tapis. Stellantis conteste la pertinence de ce diagnostic. Après expertise du véhicule, ils affirment qu'un seul déclenchement du système de freinage automatique a été détecté. Tous les contrôles sont conformes, aucun défaut n'a été retrouvé. La voiture fonctionne selon l'usage prévu. Les constructeurs seraient-ils impuissants face à cette technologie? Serait-ce aussi parce que les dispositifs de freinage leur sont fournis par des sous-traitants qui cryptent leurs puces et leurs logiciels pour protéger leurs secrets industriels? Des erreurs d'algorithme pourraient-elles expliquer certains freinages? C'est l'avis d'un ingénieur français qui a travaillé chez l'un de ses sous-traitants. Voici ce qu'il nous a confié. Une voiture, c'est un ordinateur sur roue. Il y a des bugs soft, des bugs de programmation, comme dans Windows, comme dans les logiciels classiques que l'on connaît. Le problème, c'est que chez les fournisseurs, il y a des choses que l'on ne dit pas. Par exemple, de dire « cela ne vous regarde pas, c'est notre copyright ». Les fournisseurs vont dire « c'est notre savoir-faire, on ne veut pas vous le donner parce que vous allez le copier chez un Chinois » ou que sais-je. Les bugs sur l'algorithme, c'est une véritable boîte noire, donc là, c'est vraiment inquiétant. Est-ce qu'on n'a pas imposé au niveau européen ces systèmes trop vite par rapport à la maturité de la technologie? Ah bah complètement. Là, le pouvoir politique doit intervenir, doit convoquer toutes les industries automobiles pour dire « Les gars, expliquez-moi pourquoi on a un défaut de fiabilité là-dessus, je veux une solution. » Sur ce sujet, les constructeurs que nous avons contactés affirment imposer des normes de sécurité à leurs sous-traitants et vérifier leur application avant la mise sur le marché. Le ministère des Transports a ouvert une enquête. Des tests sur route et des expertises sont en cours, en partenariat avec les constructeurs. Les conclusions ne sont pas attendues avant plusieurs mois. Les freinages fantômes, il y a un pays où l'on en parle depuis plusieurs années. Aux États-Unis, une marque en particulier est pointée du doigt, Tesla. Le constructeur qui a poussé le plus loin l'automatisation de ses voitures, capable de freiner, mais aussi de se conduire toute seule. En 2022, cette vidéo a fait le buzz. Sous un tunnel à San Francisco, on voit une Tesla piler sans raison et provoquer un carambolage, heureusement sans gravité. Les plaintes s'accumulent et la NHTSA, l'Agence nationale de sécurité routière, a ouvert 2 enquêtes sur près de 3 millions de véhicules Tesla en circulation. En Floride, Todd Pozis est un avocat spécialisé dans l'automobile. Hey, comment ça va? J'ai des documents qui pourraient t'intéresser. Avec 2 autres avocats, il défend une douzaine de propriétaires de Tesla ayant eu des accidents suite à un problème électronique. Dans les affaires dont je m'occupe, il y a des cas de freinage fantôme, mais aussi des accélérations non justifiées où la voiture ne réagit pas normalement. Comme vous le savez, ça peut provoquer des tragédies, des accidents mortels. À travers les États-Unis, 3 class actions, des procédures collectives en justice, sont en cours contre Tesla. Des propriétaires mécontents réclament des indemnisations. Les enjeux sont énormes, cela pourrait représenter des centaines de millions de dollars. Face au signalement de freinage fantôme, Todd dénonce, lui aussi, une opacité du constructeur. Il y a des informations cruciales dans l'ordinateur d'une voiture qui permettent de comprendre son comportement. Mais ces informations, Tesla a la main dessus et ne vous les donnera jamais volontairement.
Et c'est pour ça que Tesla est poursuivi à travers le pays pour différents problèmes de sécurité. La plus grande class action pour freinage fantôme est près de Chicago, mais il y a aussi des affaires dans lesquelles des portes de voitures se sont verrouillées toutes seules et leurs passagers ont été brûlés ou sont morts à l'intérieur. Mais après un long combat judiciaire, Todd a réussi à prouver les dissimulations du constructeur dans une affaire retentissante. Elle ne concerne pas un freinage fantôme, mais l'inverse. Une voiture qui ne s'est pas arrêtée automatiquement alors qu'elle aurait dû le faire. Un accident tragique qui a eu lieu à Key Largo, en Floride, à ce carrefour. Je dépose des roses tout autour du cœur, en mémoire de Nabel. Généralement, je viens au mois d'août pour son anniversaire et le 25 avril, le jour où l'accident s'est produit. Ce 25 avril 2019 au soir, Dylan et sa petite amie Nabel étaient garés ici, au bout de cette route fermée à la circulation, quand ils ont vu soudainement une Tesla leur foncer dessus. Et la Tesla a grillé le stop, le feu rouge, et a traversé les panneaux de signalisation et nous a percutés sur le côté. Nabel a été projeté jusque dans la mangrove. Moi, j'ai été blessé. Nabel est morte. C'est une tragédie. Le policier arrivé sur les lieux filme la scène avec sa caméra embarquée. Au sol, on aperçoit Dylan, inconscient. Le conducteur de la Tesla, lui, est indemne. J'ai fait tomber mon téléphone, j'ai regardé vers le bas, j'ai percuté les panneaux et la voiture du gars. Il affirme qu'il avait enclenché son système de pilotage automatique. Sa voiture aurait donc dû détecter les panneaux de signalisation barrant la route et freiner toute seule. Je pense que Tesla est en partie responsable de ce qui s'est passé. Si le conducteur n'avait pas eu confiance dans le système de pilotage automatique de la voiture, ça ne serait pas arrivé. Si Tesla ne faisait pas autant de publicité en vantant des voitures capables de se conduire toutes seules, ça ne serait pas arrivé. Devant la justice, pendant des mois, Tesla affirme ne pas pouvoir extraire les données de l'ordinateur de bord. Impossible donc de démontrer une défaillance de la voiture. Mais une personne a fait basculer le procès. Tout s'est joué à Knoxville, dans le Tennessee, dans la cave d'un hacker. Cet ingénieur informatique, fan de Tesla, préfère rester dans l'ombre. Voici mon laboratoire, où je travaille sur les trucs de Tesla, les pilotes automatiques et tout le reste. Bon, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Sa passion, décortiquer les ordinateurs de bord des Tesla pour y déceler des défaillances et d'éventuels problèmes de sécurité. Vous voyez la petite puce électronique? Dedans, il y a plein d'informations importantes. Pour la décoller, je la fais chauffer avec cette machine. Et ensuite, j'ai plus qu'à la retirer avec une pince à épiler pour voir ce qu'elle contient. Il a été payé par les avocats des victimes et du conducteur de la Tesla pour rechercher d'éventuelles informations enregistrées par la voiture. Tout tenait dans une micropuce. Il en a gardé une copie. J'y ai passé beaucoup de temps. Rien que pour extraire les données de la puce, là, cela m'a pris quelque chose comme, allez, 20 heures. Dans cette puce, il a mis la main sur une vidéo filmée par la caméra de la voiture quelques secondes avant l'impact. On voit que le pilote automatique était bien activé. Pourtant, la voiture ne détecte pas les panneaux et ne déclenche aucun freinage d'urgence. Cette vidéo prouve que Tesla détenait bien des informations compromettantes. Le constructeur a été reconnu partiellement responsable de l'accident et condamné à 243 millions de dollars de dommages et intérêts pour les victimes, près de 210 millions d'euros. Une somme que Tesla n'a pas encore payée, car l'entreprise a fait appel.
Je pense que les grands groupes entretiennent une opacité face à laquelle les gens sont bien démunis. Moi, j'essaye juste de les aider. Mais Tesla est déjà en train de renforcer la sécurité de ses ordinateurs de bord pour qu'on ait encore plus de difficultés à accéder à ces données. Sur les voitures les plus récentes, ça devient presque impossible. De son côté, Tesla considère que seul le comportement du conducteur est en cause dans cet accident et rappelle que les automobilistes doivent rester maîtres de leur véhicule en toutes circonstances. En France, difficile de savoir quelle voiture enregistre ou non des vidéos en cas d'accident. La plupart des constructeurs que nous avons contactés ne sont pas très bavards sur le sujet. Seuls BMW et Stellantis ont reconnu avoir un tel dispositif. Si vous voulez voir l'intégralité de notre émission, n'hésitez pas, cliquez ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment Envoyé spécial, vous pouvez vous abonner, c'est juste ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.